Bonsoir. Alors, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Donc, bienvenue dans cette troisième émission de la CLIM, ça fait déjà trois, qui va porter donc sur le tourisme. Donc, je vais la présenter pas tout seul. Je suis accompagnée de Solène et Nicolas. Bonsoir. Hello. Voilà. Donc, on va parler de plein de choses différentes. Les enjeux, en fait, qui peuvent lier le tourisme et l'écologie. C'est un sujet qui, je pense, concerne beaucoup d'entre vous, puisque, j'imagine, du moins je vous souhaite que vous pouvez partir en vacances dans différents endroits, plus ou moins loin, dans des conditions qui peuvent être variées. Donc, voilà. Du coup, je pense on va commencer, peut-être avant l'arrivée de Nicolas, du coup, qui du coup va nous rejoindre dès qu'il pourra. C'était une semaine assez chargée, objectivement, mais on s'est quand même donné du mal pour faire une chouette émission. On va parler de plein de sujets, et le premier qu'on va évoquer ensemble, et que je vais essayer d'afficher, c'est l'antitourisme. Est-il la solution? En fait, je ne sais pas pour vous, mais quand je pense tourisme et écologie, c'est quoi la première idée qui vous vient en tête? Solène, à quoi tu penses quand on te dit tourisme et écologie? Je pense une part de renoncement parce que moi j'ai beaucoup voyagé quand Mhm. j'étais ado parce que mes parents avaient les moyens et choisissaient de le faire. Donc voilà, enfin globalement chaque année j'allais à l'autre bout du monde ou presque. Donc c'est vrai que l'écologie a mis le haut là. Donc Mhm. je dirais renoncement, au moins bien réfléchir à ce qu'on fait. Ok. Oui, donc bien réfléchir à ce qu'on fait. Et perso, justement, quand tu dis renoncer à certaines choses, bien choisir ce qu'on fait, moi, je pense un peu tourisme vert. Alors, je ne sais pas si c'est à force d'en avoir entendu parler en boucle en cours de géo, petit traumatisme du collège-lycée, et ensuite genre en cours de langue, l'oral du bac, en espagnol, tourisme verde, on en entendait parler tout le temps. Donc, du coup, franchement, moi, c'est à ça que ça me fait penser tout de suite. Et le tourisme vert, si on doit donner une définition que j'ai d'ailleurs trouvée sur un site pour les collégiens, comme quoi vraiment tout est lié. Le tourisme vert, en fait, c'est un tourisme qui se veut centré sur la proximité avec la nature, la découverte des activités rurales et le respect de l'environnement. Bon, c'est la définition qui en est donnée. Ok. Donc, en tout cas, proximité nature, respect de l'environnement, c'est des choses qui peuvent faire réfléchir et qui peuvent un peu donner l'idée d'un tourisme qui serait plus compatible en fait avec l'écologie. J'ai en tête, par exemple, je sais pas, les pubs pour Center Parks qui passent, où c'est des maisons dans la forêt en bois. Il y a cette idée que c'est très nature, que ça peut, d'une certaine façon, que ça peut pas nuire. Et en fait, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer peut-être que le tourisme vert n'existe pas? C'est-à-dire que le tourisme, il est néfaste un peu par nature. C'est un peu le thème de ce dont on parle aujourd'hui. Néfaste par nature, en fait, quelle que soit sa forme. Et donc, la solution, ce serait à ce moment-là quelque chose qui s'appelle l'antitourisme et qui a été théorisé par plusieurs chercheurs, dont Henri Morat, dans un bouquin qui s'appelle Désastre écologique. Alors, Ça j'ai date de essayé. quand ça? Le bouquin Désastre écologique, il est Ouais. assez récent. J'ai un petit doute là maintenant tout de suite sur si Ça, c'est c'est marqué désastre touristique, sans vouloir désastre remettre en touristique. cause. Ouais. Pression, 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 pression. Ah, coucou Nicolas. Salut, Coucou à salut! Nicolas. Ah, excusez-moi, j'ai raté mon avion. Je sais pas si vous m'entendez. On On t'entend très t'entend bien. très C'est bien. beau, c'est beau. Ah là là. Donc, on s'est lancé un peu dans la première partie de cette émission. Et donc, notamment, donc, sur les désastres touristiques. Pour ne pas froisser Solène, qui est visiblement une personne très méticuleuse. Non, en vrai, du coup, désastre touristique, ça porte bien son nom. Donc, en fait, il est sorti de mémoire, c'est 2022. Si jamais je me trompe, c'est 2021. En tout cas, c'est une publication qui est récente. Et en fait, Henri Morat, il est connu pour son engagement, notamment contre un Center Parks, j'en parlais juste avant, de Roibon en Isère. Donc, c'est une opposition en fait à la construction d'un centre touristique qui a commencé en 2007 et qui s'est poursuivie jusqu'à très récemment en 2020. Et il y avait une ZAD en fait mise en place, et c'est ce qu'on peut voir au milieu de la forêt. Et donc, du coup, c'était pour défendre en fait la biodiversité et cet espace en disant que c'était pas possible. Donc, Henri Morat, c'est quelqu'un de très, très engagé sur ces questions-là. Et en fait, lui, ce qu'il postule, c'est que quelle que soit sa forme, le tourisme, en fait, il cause des dommages politiques, sociaux et environnementaux. Donc, en fait, il rappelle qu'on peut parler d'industrie touristique. Alors, le tourisme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à votre avis, le tourisme, ça peut représenter quelle part du PIB mondial, s'il fallait donner une estimation?
7%. Ok. Nicolas, tu as une idée? Peut-être? Ouais, ou peut-être même plus, 10, 15, je sais pas. Ça peut être Après, si tu me demandais pour un pays, mais j'avoue que là... En général, dans le monde, et ben en fait, vous n'êtes pas loin, c'est 10%. Ah, Et c'est ok. quand même assez impressionnant. ouais. Et bah, proportionnellement au PIB, ça représente un emploi sur 10. Donc c'est quand même énorme. Et on compte en fait 1 milliard de un milliard de touristes internationaux chaque année. Donc c'est quand même beaucoup de gens, beaucoup d'argent. Donc le terme d'industrie touristique, il est plutôt justifié. On a cette image de quelque chose qu'on prend, du temps qu'on prend pour soi, etc. Mais en fait, c'est vraiment bah, quelque chose qui existe assez massivement. Et bah, notamment, le tourisme, il a plein de conséquences. Alors, ça va être l'occasion un peu de revenir là-dessus. Solène, je crois que tu vas nous parler, par exemple, notamment de piétinement des sols, si je ne me trompe pas. Notamment du fait qu'en tout cas, la marche, ça peut avoir des conséquences qui sont discutables. Moi, je dis que je vais parler de randonnée parce que ça fait un peu technique, piétinement des sols, personne se connecte au stream en fait, mais oui, on va en parler. Voilà. Tu vas en parler de façon plus abordable et un peu moins snob dans ma façon de le présenter. Donc, en fait, voilà, il y a cette question, par exemple, du piétinement des sols, des conséquences de la rando quand on va dans la montagne. Évidemment, la question du transport qui est polluant. Par exemple, Nicolas qui se déplace apparemment en avion pour arriver jusqu'au stream. Donc, du coup, voilà, il y a plein de choses qui peuvent polluer. Et on parle aussi parfois d'artificialisation, de bétonisation. Est-ce que vous connaissez cet endroit ou pas du tout? Petit trauma des cours d'espagnol aussi. Je ne sais pas si vous avez fait espagnol LV2. Malaga, pour moi, c'est vraiment la côte andalouse très bétonnée, mais c'est tout. Nicolas, tu as une idée peut-être? Pour moi, ça avait un air de cliché brésilien, mais pas du tout. Du coup, si tu me parles de cours d'espagnol, c'est plutôt mal barré. En fait, t'es pas très loin, Solène, dans l'idée. C'est Benidorm, qui est une station balnéaire sur la Costa Brava espagnole avec du tourisme de masse. Je sais pas si on voit, mais en fait, toutes les petites taches bleues sur la plage, c'est plein de serviettes les unes à côté des autres. Et c'est des buildings géants, assez impressionnants. Voilà. Et ben, on avait la bonne réponse dans le chat. Bravo, Pascal. La bonne réponse, ou alors quelqu'un qui demande un éclaircissement sur le nom. Je ne sais pas. C'est possible. Bah, alors, Benidorm, je sais en tout cas que c'est une ville qui existait avant, et c'est ce qu'on peut voir sur la photo en noir et blanc. Et en fait, sous le franquisme, bah, ils ont développé vraiment cette station balnéaire géante qui existe toujours aujourd'hui et qui est très appréciée par les touristes anglais et allemands. Et je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi ça peut être nocif pour l'environnement de bétoniser, artificialiser autant, qu'il y ait autant de personnes qui se baignent en même temps, qui reviennent chaque été. Donc voilà, on a parlé de piétinement des sols, transport qui pollue, bétonisation. L'artificialisation aussi, ça peut être dans les stations de ski. C'est quand on pense qu'on c'est plus dans le bon ordre. OK. Dans les stations de ski, donc typiquement, les stations de ski, en fait, bah, on n'y pense pas forcément tout de suite quand on pense au tourisme, parce que le ski, c'est une forme de tourisme qui est quand même réservée à une population assez privilégiée. Donc, perso, je pense à la plage tout de suite, mais le ski, c'est aussi un vrai problème. Et notamment, bah, en fait, ces stations qu'on dit tout ski. Donc, en gros, on peut aller directement de son appartement à la piste. Donc, ça force à être très proche de la montagne et ça peut être bah, archi déjà polluant pour le paysage et puis ça artificialise toujours plus. Et puis aussi, l'autre chose qui peut être intéressante, c'est juste de dire que bah, le tourisme, c'est plein de goodies. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà réclamé des choses à vos parents dans des boutiques comme ça quand vous étiez à la plage. Peut-être que c'était moi qui étais un enfant horrible, mais j'ai le souvenir d'avoir gratté des trucs, clairement. Donc, tout ça, pareil, bah, c'est du plastique, donc ça peut polluer beaucoup. Bon, bref, pour résumer, le tourisme, ça peut polluer de plein de façons différentes. Et on propose parfois en fait du tourisme durable comme une réponse à ça en disant on peut faire du tourisme mieux. Et en fait, Henri Mora, il défend quelque chose qui s'appelle l'antitourisme et qui dit qu'il faudrait arrêter toute activité touristique. Parce que pour lui, l'ampleur des dégâts causés par le touriste, elle est inqualifiable et très difficilement calculable. Et il y a cette idée qu'en fait, le tourisme durable, comme le tourisme en général, ça crée un rapport qui n'est pas authentique aux sociétés, aux lieux. Il y a quelque chose de la folklorisation. C'est très artificialisé, c'est pas un rapport qui est naturel aux choses. Et même dans le tourisme durable, il défend cette idée qu'en fait, c'est un rapport de consommation à la nature. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une thèse en tout cas qui est intéressante et qui dit que quelle que soit la façon dont on fait du tourisme, le simple fait du tourisme, c'est un rapport au lieu qui n'est pas sain.
Ouais, bah, c'est à peu près toutes les questions que je voulais poser, mais bon, plus spécifiquement dans le cadre de la montagne, parce que ouais, Mhm. si, si je pars en vacances aujourd'hui, je pars en vacances à la montagne et c'est avec un gros sac, une tente et dans la nourriture lyophilisée. Mais c'est à peu près là que je voulais en venir parce que récemment, il y a quand même pas mal de moments où donc j'ai de plus en plus réfléchi à l'impact que ça avait, ce que je faisais moi comme touriste. Et, euh, et puis parfois, j'en viens à me demander si je devrais être là tout court. Donc, Mhm. bon, comme je l'ai dit, j'ai abandonné les grands voyages que je faisais avec mes parents, ceux jusqu'en Martinique, jusqu'en Thaïlande, etc. En tant qu'adulte éco-responsable et en plus moins riche, j'ai fait des vacances en Europe, des randonnées dans les Alpes, pas mal de trek. Et l'été dernier, par exemple, j'étais dans la Chartreuse. Donc j'ai fait le GR, la grande randonnée de Chambéry à Grenoble, qui est très belle, connue comme étant très belle, d'autant plus qu'elle est très accessible, puisque précisément il y a 2 villes à côté, donc pour les gens comme moi qui n'ont pas encore leur permis, c'était bien agréable. Et je me suis retrouvée face à une montagne qui allait très mal, puisque l'année dernière, c'était la sécheresse. Euh, et franchement, ça avait l'air mort. Enfin, parfois j'étais dans la forêt et je me disais, mais cette forêt va terriblement mal. Je n'entends pas d'animaux, je ne vois pas de végétaux. Qu'est-ce que je fais là à venir la consommer alors que ça faisait un peu forêt en détresse. Et il y avait aussi un certain nombre de restrictions qui avaient été mises en place parce que il y avait déjà des problèmes, il y avait des risques d'éboulement, des risques d'incendie, des zones protégées parce qu'il y avait déjà trop de touristes. Et je me suis sentie un peu mal. Donc, je me suis renseignée un peu. Et la première chose, c'est que je suis pas la seule à aimer aller en montagne, et on est même de plus en plus nombreux, puisqu'il y a de plus en plus de campeurs, de randonneurs, des nouveaux arrivants du Covid. Ah, c'est bien, je suis en plus grand. euh, donc des personnes qui ont eu aussi cette envie de nature, parce que spontanément, comme tu l'as dit, on se dit que le tourisme en contact avec la nature serait plus écolo. Ce qui est pas forcément, moi je me dis, bon, bah, si je prends le train pour aller visiter La Rochelle, peut-être que ce sera beaucoup plus écolo que si je veux absolument m'imposer dans une réserve naturelle qui n'a rien demandé, somme toute. Euh, et donc il y a eu, du fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aient envie de cette expérience de la montagne, des alertes cet été sur la surfréquentation de la montagne qui verrait arriver plus de visiteurs qu'elle ne peut en absorber. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble les Hautes-Chartreuses, parce que quand même, c'est joli. Attention. Oui, c'est ça. Ah non, il n'est pas d'accord. Si, c'est bon. Voilà. Le massif de la Grande Chartreuse accueille un parc naturel régional qui compte une diversité de milieux surprenante pour un petit territoire. Falaises, parois calcaires, zones humides, forêts et grands espaces herbeux. Cette multitude de milieux naturels protégés accueille le tiers des espèces végétales et la moitié des espèces de mammifères et d'oiseaux que l'on rencontre en France. Ainsi, l'aigle royal ou la trop rare chouette de Tengmalm font partie des espèces emblématiques qui attestent du bon état de conservation de ces milieux naturels. Non, pas lui. Lui, on s'en fiche. Non, non, non. C'est hyper beau en tout cas. C'est très beau. Je sais pas si c'est mal, mais j'aurais bien aimé. Bah là, c'est des grandes vues aériennes, mais il y a aussi tout l'aspect plus microscopique de la diversité juste dans les prairies. Il y a des chamois, enfin, c'est vraiment top. Et ils ont mis des compteurs dans la réserve des Hautes-Chartreuses qui ont montré qu'il y avait des pics de fréquentation énormes depuis le Covid. Et il y a eu des alertes, donc notamment, je vous le dis parce que c'est quand même un petit peu marrant, la conservatrice de la réserve naturelle des Hautes-Chartreuses s'appelle Suzanne Forêt. Et donc,
elle a en tout cas exprimé une forme d'alarme par rapport à ce parc. Ça a aussi été le cas dans le Vercors. Et donc, on se demande s'il va falloir mettre des mesures, que ce soit des restrictions sur certaines zones, que ce soit des quotas, voire jusqu'à dire aux gens de ne plus venir. Et donc, ça voudrait dire, moi aussi, renoncer à ce loisir-là. D'autant plus que plus il y a de monde, plus la notion de grands espaces se perd. Parce que quand on veut aller à la montagne, on a l'imaginaire des lieux isolés, qu'il va y avoir les grandes photos qu'on a vues là, puis nous au milieu. Et le paradoxe, c'est que cette expérience-là, elle ne peut exister que s'il y a un très petit nombre de personnes qui en profitent. Et c'est un fantasme qui devient impossible à réaliser dès le moment où on veut tous y aller. Et voilà, cet été, alors c'était pas dans la Chartreuse, j'ai fait un autre trek après dans la montagne plus haute du côté de la frontière italienne. Bon, bah, parfois, il y avait des files de randonneurs sur le même sentier. Puis, quand on arrive au petit lac où on avait prévu de bivouaquer, on voit déjà une tente, 2 tentes, 3 tentes, 4 tentes. On était 5 et finalement, bah, je trouve qu'on se sentait un peu bête, franchement. Et je me suis aussi demandé, parce que la réponse qui arrive dans ces débats, ça peut être on va pouvoir gérer un afflux en nombre de personnes si toutes ces personnes se comportent bien et que les bonnes pratiques sont assurées par la pédagogie, par la sensibilisation. Donc moi, j'ai essayé de réfléchir au maximum à mes impacts dans les treks. Ça passe par les produits qu'on utilise, qu'il n'y ait pas de crème solaire qui se retrouve dans l'eau, qu'on ait choisi le dentifrice le plus naturel possible, dire à mes amis qui nettoient les assiettes dans les lacs avec les bouts de soupe que les bouts de soupe, c'est probablement pas terrible pour la faune aquatique. Essayer de pas faire trop de bruit, etc., etc., et ça s'accumule. Il y a aussi des endroits où le bivouac est interdit parce qu'il faut pas planter des tentes, mettre de sardines, donc ensuite on fait à la belle étoile. Et comme ça fait une espèce de boule de neige où, de restriction en restriction, je me dis, mais si je veux réduire mon impact, je ferais mieux de pas être là. Tout court, enfin, à partir du moment où je suis là, je dérange la biodiversité, je dérange l'écosystème qui existe. Donc, je ferais mieux de laisser la nature à elle-même et puis trouver autre chose à faire de mes vacances. C'est la conclusion à laquelle j'arrive un peu malgré moi et qui me fait d'autant plus de peine que voir ces endroits-là, c'est aussi ce qui motive un peu l'envie de protéger la nature. Enfin, moi, j'habite à Paris dans un quotidien super urbain. Et quand même, tous les efforts que je vais faire au quotidien, je vais les faire en me disant, mais souviens-toi des voyages que tu as faits, de tous les endroits que tu as vus, de tout ce que tu veux protéger. Donc, je me retrouve un peu bête et c'est quelque chose que je voulais vous soumettre et puis vous raconter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a beaucoup de questions justement autour de ça. Est-ce qu'on peut vraiment avoir... Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment partir en vacances de manière responsable? C'est vrai que ça pose beaucoup de questions et même ce que tu montres toi, c'est que même en faisant super attention, il peut toujours y avoir des mais. Et est-ce que ces mais peuvent quand même nous bloquer complètement? C'est aussi une question. Bah oui. Parce qu'après, il y a la question, enfin, bien sûr, si je pars en vacances, c'est pour le plaisir. Hein. Donc, on va pas le cacher, enfin, c'est tout. Et si je suis pas convaincue que ce dont je profite peut être fait en respect de mon environnement, ce sera plus des vacances. Après, c'est clair qu'il y a des solutions. Enfin, je pense que justement, c'est ce qu'on va voir aussi avec un peu Nicolas. Mais il y a des solutions qui existent et notamment dans le chat, il y a pas mal de personnes qui en fait ont évoqué des choses que je trouve assez intéressantes. Notamment Pascal Guénet qui parle de la possibilité de pratiquer du tourisme micro-local. Donc ici, l'exemple, par exemple, des Parisiens qui vont visiter la basilique de Saint-Denis. Si de mémoire, si on partait de l'école, il faudrait prendre la 13 à Saint-Lazare, donc assez facile. Ou ici, aussi l'exemple du GR75. Alors, parce que je ne l'ai jamais fait, mais c'est vrai que c'est une bonne solution aussi, peut-être pour faire de la rando plus proche. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez pratiquées aussi, ou si Nicolas, tu vas nous dire que c'est utile. Après, moi, la basilique de Saint-Denis, j'y suis allée, c'est très beau. C'est pas le même émerveillement que l'émerveillement de la montagne, mais quand même, il est là. Après, l'ennui, c'est que, justement, j'ai l'impression que mon transport, le train Paris-Grenoble,
c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est de vouloir se mettre dans la nature pour profiter du fait d'être dans la nature et par le fait d'être dans la nature, la dégrader. C'est ce paradoxe-là que je résous pas. Donc, j'aimerais bien voir ce que me propose le tourisme vert. Mais Nicolas, il me semble que ta chronique, c'est sur les solutions. Tu vas peut-être me sortir de mon impasse. C'est exactement ça, mais bon, c'est une question toujours très compliquée. Je pense qu'il n'y a jamais rien de tout blanc ou de tout noir. Mais voilà. Alors, une chose est sûre, en tout cas, toutes les solutions ne sont pas bonnes. Il y a surtout pas mal de fausses bonnes idées. On entend beaucoup parler de l'écotourisme. Mais à la fois, qu'est-ce que c'est que l'écotourisme finalement? Eh bien, il faut savoir que l'écotourisme, il n'y a pas vraiment de label universel pour parler de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il va pas y avoir un logo qu'on va retrouver un petit peu partout, qui qualifierait d'une certaine qualité, etc. Donc c'est assez déjà compliqué, du moins mondialement, de se retrouver derrière une notion d'écotourisme. Mais malgré ça, voilà, j'ai vu un petit documentaire de France 24 qui disait que les tourismes sous l'appellation écotourisme représentaient à peu près 5% du tourisme mondial. Mais bon, voilà, comme je disais, il manque ce label. Mais il existe bel et bien donc, des lieux qui peuvent être développés avec un impact limité, donc des électricités, utiliser des renouvelables, etc., dans les logements, par exemple. Reverser l'argent, un petit peu d'argent de ce qui a été versé par les touristes, de le reverser pour la préservation des espaces naturels, pour l'activité locale. Mais aussi, ce que j'ai vu dans ce petit documentaire de France 24, c'est que finalement, est-ce que ça vaut le coup aussi de développer un écotourisme quand on est à plusieurs milliers de kilomètres du point de départ du touriste lui-même? C'est-à-dire que voilà, il y avait un petit extrait où il parlait du petit État de Sao Tomé et Principe, qui est un État africain proche de l'Équateur, qui affirme se tourner vers l'Équateur, pas le pays. Enfin, je précise. Oui, c'est en face de la Guinée équatoriale, dans le golfe de Guinée. Proche de l'Équateur. C'est là. Géographique, voilà. Et qui affirme se tourner vers l'écotourisme. Mais est-ce que vraiment l'écotourisme a un sens quand on doit faire, je ne sais pas, 4000 km d'avion? C'est une question qui peut se poser. Et voilà, est-ce qu'on peut considérer comme durable ce genre de tourisme? Et puis ce tourisme-là implique des fois, même s'il y a sur place une démarche éco-responsable, une massification du tourisme. C'est-à-dire que voilà, les gens vont vouloir aller de plus en plus à cet endroit parce que c'est joli, parce que c'est sympa, parce qu'au départ, il n'y avait pas grand monde. Et donc, ça pose aussi un problème. Et notamment, voilà, toujours cette question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre l'avion pour aller dans une cabane écologique à plusieurs milliers de kilomètres de chez soi? C'est toujours le dilemme. Toujours le fait qu'on veut être là où il n'y a pas encore de monde, et donc finalement, les touristes se regroupent sur les mêmes endroits et la pression est d'autant plus forte. C'est ça. Et puis, il y a beau avoir une vitrine durable, en fait, des fois, il faut que ces lieux puissent se protéger et puis protéger l'environnement qui est autour. Alors, il y a bien des idées de sanctuarisation qui ont été mises en place, on connaît tout ce qui est en Afrique, etc. Mais un petit peu le problème que j'ai vu à travers notamment un article du Courrier International, qui avait été écrit par un géographe, c'est que des populations, notamment en Tanzanie, ont été déplacées parce qu'il fallait protéger un endroit. Ah oui. Oui, mais en fait, le problème, c'est pas tant que ça, c'est qu'ils ont déplacé les populations sous couvert d'environnement, mais en réalité, ils n'ont pas protégé les zones de la surpopulation touristique, entre guillemets. Donc, ils ont déplacé les populations, mais surtout pour favoriser le tourisme plutôt que pour protéger réellement la zone. En fait, c'était pour s'assurer la protection d'un capital, on va dire, animal, végétal, etc., qui ne soit pas dérangé par l'humain, pour que l'humain touriste vienne visiter et vienne voir une pseudo-nature vierge qui est en réalité un mythe, finalement. En plus, là, tu nous parles a priori de pays pour lesquels l'enjeu économique est énorme et où ce serait peut-être très peu acceptable de se passer de la manne économique que représente le tourisme, mais tu reviens en quelque sorte à j'ai envie de dire, à vendre ton patrimoine naturel, à accepter de le dégrader pour ce que ça va te rapporter. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez terrifiant là-dedans.
C'est ça, et au détriment des populations locales. C'est ça qui est assez important, c'est que c'est quand même des populations Maasai qui sont là depuis très longtemps et qui sont déplacées sous couvert de protection. Alors, certes, il y a peut-être des choses louables derrière, mais il y a aussi cette volonté d'entretenir une espèce de vitrine, une espèce de zoo finalement qui est un petit peu compliqué à avaler. Mais alors bon, du coup, maintenant que je vous ai cassé toutes les bonnes solutions qu'il peut y avoir, il serait peut-être temps que je vous en sorte des nouvelles un petit peu plus rafraîchissantes. Alors, j'ai beaucoup parlé de ça parce qu'on parle beaucoup de partir à l'étranger, de partir en Afrique, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de partir aussi loin pour avoir des vacances? Est-ce qu'on a besoin, pour se dépayser, de partir en Afrique? Parce qu'après tout, voilà, pas besoin d'aller à la réserve de Ngorongoro dont je vous parlais. Pour passer de bonnes vacances, on peut se limiter au territoire européen, qui peut être une bonne piste. Déjà parce qu'il est facilement accessible, en transport, par exemple. Alors, j'ai vu notamment, on a pu voir plusieurs sites internet, notamment Chronotrain, qui vous permet de voir à partir de quelle gare vous pouvez rejoindre une autre gare européenne en moins de 5 heures. Alors bon, depuis la France, vous n'irez pas jusqu'à la Norvège, c'est une certitude, mais en tout cas, vous pouvez déjà aller jusqu'aux États voisins, donc que ce soit l'Espagne, bon, vous allez jusqu'à la frontière de l'Espagne, la frontière de l'Italie, de la Suisse, même jusqu'au Royaume-Uni. Bon, ça reste très européen, mais à la fois, c'est un territoire tellement vaste qu'il y a plein de choses à voir tout de même. Et puis, une personne de notre équipe tout à l'heure m'a parlé aussi du Pass Interrail qui permet de voyager dans 33 pays. Donc ça, voilà, sans promotion aucune, mais ça peut être à réfléchir en tant qu'étudiant, voilà, qui permet un certain nombre de voyages en train. Voilà. Donc c'est déjà, je pense que il faut s'appuyer déjà sur une réduction du transport, que ce soit de passer par autre chose que l'avion et surtout d'aller moins loin. Mais aussi pour diminuer son impact, on peut réduire l'impact tout simplement de ces vacances, passer par autre chose et notamment par les déplacements qu'on fait au cœur de ces vacances. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à partir en vacances, aller à un camping et puis faire finalement tout ce qu'on a autour et faire plein de trajets en voiture autour, ce qui est intéressant en certains points, mais écologiquement, ça peut être des fois difficilement acceptable quand on fait 500, 600, 700 km pendant les vacances pour relier des points touristiques. Et il peut y avoir une idée qui est intéressante, que j'ai pratiquée moi-même, c'est l'itinérance, et tu m'en parlais un petit peu avec la randonnée tout à l'heure. Ouais. C'est quelque chose qui peut être intéressant, et notamment en France et même en Europe, on a la chance d'avoir un réseau cyclotouristique qui est assez important. Donc, et même des randonnées assez importantes, mais sur la partie vélo, du moins, on a plein de véloroutes qui peuvent rejoindre des points très différents d'Europe et découvrir des paysages très différents, ce qui permet de dormir à des endroits différents et de découvrir plein d'endroits tous plus intéressants que les autres. Hein. J'avais noté notamment la vélo maritime ou encore la Vélodyssée que j'ai eu la chance de faire, la Paris-Londres. Il y a plein d'itinéraires cyclables qui permettent de traverser l'Europe. Et donc, voilà, si vous êtes à la recherche de ressources, il y a toujours le site de France Vélo Tourisme ou les sites Eurovélo qui sont très intéressants. Et un des itinéraires permet même de relier Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à la Norvège. Donc, ça laisse quand même un sacré choix en termes de paysage. Et alors voilà, ça peut être pas mal de réduire son empreinte là-dessus, mais reste toujours ce problème du tourisme de masse. Est-ce qu'on ne va pas finalement finir par tous passer aux mêmes endroits et tous créer des nuisances aux mêmes endroits? C'est toujours la question qui se pose finalement. Il y a aussi les idées de woofing pour partir sur autre chose qui serait quelque chose de plus long et finalement de plus ancrer les vacances dans un simple ou la découverte d'autres paysages dans un temps très court d'une semaine, mais finalement peut-être passer 2 mois, 3 mois, aller travailler dans une ferme et se dépayser autrement qu'en allant prendre des photos au bord de mer, mais peut-être voilà, en allant vivre autre chose, vivre une expérience dans la campagne, une expérience au milieu des agriculteurs, ça peut être aussi une bonne idée. Enfin bref, chacun y va finalement de sa solution, mais la clé du tourisme responsable se trouve à mi-chemin finalement entre réduction de l'impact du transport et aussi protection des lieux que l'on trouve sur le passage. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'avec tout ce qu'on a dit, on a soulevé pas mal de questions et on a vu que c'était quand même un sujet qui était conçu un débat. Comment est-ce qu'on fait du tourisme? Est-ce qu'on en fait? J'ai vu que ça suscitait quand même quelques petites réactions dans le chat, notamment Agatha Julien, voilà. Mais c'est quelque chose dont Solène avait parlé, il me semble. Le fait qu'il y a des pays pour lesquels c'est une vraie manne économique. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils doivent s'en passer? Ou même en France, comment est-ce qu'on fait? Et tu parlais notamment, Nicolas, du fait que parfois, le fait de mettre en place de l'écotourisme, ça attire des gens et ça peut créer une forme de tourisme de masse là où on voulait protéger. Et c'est une critique qu'on entend parfois à l'égard de certains sites de protection en France. Critique justifiée ou pas, pareil, c'est caution un débat.
Et notamment, pour en parler, on a la chance d'accueillir une invitée qui est Marika Arabi-Onella, qui est chargée de mission tourisme durable au sein du réseau Grand Site de France. Voilà, on va l'accueillir. Bonsoir. 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 Alors, pour faire une petite présentation rapide. D'abord, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. J'en oublie la politesse. Non. Justement, pour faire une petite présentation rapide, le réseau, ça regroupe 49 sites membres qui accueillent 32 millions de visiteurs et ça protège en fait des sites naturels en France, notamment dans des départements. J'ai vu l'Hérault et le Puy-de-Dôme beaucoup. Voilà. Donc peut-être justement, quelle est votre démarche avec ces sites? C'est justement de protéger des espaces naturels? C'est l'intention derrière? Ouais, c'est une politique nationale en fait qui est assez compliquée à expliquer et qui va m'être difficile de vulgariser, mais je vais essayer dans le temps qui m'est donné parce que la première partie de votre live, c'était un petit peu ce qu'on a ressenti. C'est une question extrêmement vaste qui touche l'économie, l'environnement et aussi des aspects sociétaux. Qui soulève énormément de questions. Donc, au sein du réseau des grands sites de France, en effet, notre rôle, c'est de réunir des collectivités qui sont engagées dans une politique d'État, une politique nationale qui est portée par le ministère en charge de la transition écologique, pour justement réussir à rétablir un équilibre et à le préserver pour le long terme. Un équilibre entre justement ces sites qui sont protégés par une loi de protection d'État, ce qui est la loi des sites classés. Alors, le titre est très sobre, mais un site classé, en fait, c'est un site très protégé que l'État a estimé d'intérêt général, en fait, pour sa beauté. Et elle est un petit peu particulière, cette loi de protection, parce qu'en fait, elle porte un regard humain sur la nature, en fait. C'est une loi qui dit... qui porte un regard culturel sur un objet naturel et qui dit on le protège pour sa beauté, pour son caractère scientifique, historique, ça peut être ou légendaire comme par exemple la forêt de Brocéliande ou des sites où il y a pu y avoir des conflits armés, etc. Donc il y a cette protection régalienne, législative qui est inscrite au Code de l'environnement. Encore une fois, on est vraiment sur une politique environnementale. Et en fait, derrière, on va avoir besoin d'un mode de gestion. Une fois qu'on protège, comment on protège, qu'est-ce qu'on fait pour protéger? Et surtout, vu que ces sites ont été classés pour leur beauté, ça signifie par extension qu'ils ont un fort pouvoir d'attractivité. Il y a beaucoup de visiteurs qui vont venir justement jouir de la beauté, venir voir, faire des photos, etc. Et du coup, il y a cet équilibre de préservation du site, accueillir des visiteurs qui viennent nombreux, voire de plus en plus nombreux. Et derrière, on parle aussi de paysages remarquables, mais qui sont habités. Il y a un cadre de vie qui est là, avec des activités humaines, des agriculteurs, des pêcheurs, des personnes qui ont besoin de vivre, de se déplacer. Donc tout ça forme un espèce de triangle, une triangulation très complexe sur laquelle va venir s'apposer un mode de gestion qui est la démarche Grand Site de France. Et le label n'est obtenu qu'une fois qu'on a démontré que l'équilibre a minima été, qu'il y a eu un rétablissement de la situation dans le cas où le tourisme était venu trop dégrader le site et que la gestion s'inscrit dans la durée. Donc j'ai dit que c'était pas facile à vulgariser, mais il y a des exemples assez concrets, peut-être que je peux vous en illustrer un. Parmi ces grands sites de France, je pense que vous les connaissez, c'est la baie de Somme, le Marais Poitevin, c'est le massif du Canigou. Dans ceux qui ne sont pas encore labellisés, mais qui sont en train de travailler justement pour obtenir ce label qui est extrêmement exigeant, il y a aussi les falaises d'Étretat, Côte d'Albâtre, les gorges du Verdon, les gorges de l'Ardèche, tous ces sites qui, je suppose, ont fait partie de vos vacances à un moment donné ou à venir. Qui, dans le cas par exemple du Marais Poitevin, c'est des démarches de longue haleine, mais qui à une époque où la visite au Marais Poitevin c'était une après-midi, on arrivait en voiture jusqu'à la porte du Marais, on faisait une location de barque pour à peu près 3 heures, on faisait le tour en barque et puis on reprenait la voiture, on repartait. Ce qu'a fait le Grand Site de France
dans sa démarche de labellisation, ça a été vraiment de transformer le rapport touristique. On parle de diffusion dans le temps et dans l'espace de cette fréquentation qui arrive souvent à un moment de pic. Solène, tout à l'heure, tu parlais, enfin désolée, je te tutoie, mais c'était parfait. Parler de ces afflux de visiteurs sur les sentiers de randonnée, c'est effectivement quelque chose qui s'observe, mais qui s'observe souvent sur des moments courts de l'année. Et à des endroits aussi très ponctuels. En fait, on peut quasiment les cartographier, ces endroits. Et tout l'intérêt de la démarche Grand Site de France, c'est vraiment d'appliquer quelque chose qui va venir un petit peu étaler ça dans l'espace, dans le temps, de parler un petit peu hors saison, d'oser un petit peu titiller des envies et susciter du désir touristique sur des autres zones, des autres villages qui ont moins le bénéfice économique que peut apporter le tourisme. Et au Marais Poitevin, on est passé de donc 3 heures de visite à des séjours d'1 semaine maintenant, globalement, en moyenne, sur les études qui sont menées sur le Grand Site. Waouh. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal... Enfin, je me demande toujours jusqu'où ça peut aller d'avoir un site qui attire beaucoup de monde, de se dire, regardez, vous pourriez vous déporter sur le site voisin, qui va aussi attirer beaucoup de monde, et en fait, de quel maillage on aurait besoin pour que tout soit bien réparti. Parce que, je pense qu'en France, on a quand même des régions qui concentrent du tourisme, attirent celles d'ailleurs, et est-ce qu'il y aurait... Comment ça pourrait se restructurer un peu économiquement, mais si on allait tous à 10 km de chez nous? Alors, il y a plusieurs niveaux, en fait. Ce que tu dis, c'est comment un site, en essayant un petit peu d'étaler sa fréquentation, ne fait pas un effet de report sur un autre endroit où il n'y avait pas de désir. Oui, il y a ça. Voilà. Donc, sur les effets de report, en fait, il n'y a pas... alors, soit tout ça se fait en concertation. C'est des démarches qu'on appelle un peu de projets de territoire qui viennent du territoire. On est vraiment sur du bottom-up, c'est-à-dire que ce sont des élus, des chercheurs, des habitants, des agriculteurs, vraiment des personnes du site qui vont ensemble construire le tourisme qu'ils souhaitent. Parfois, ça se fait donc avec la zone un petit peu écrin autour du cœur attractif, en concertation et en étant d'accord sur les périmètres de travail. Souvent, ça se fait à des échelles infrarégionales ou départementales, dans des stratégies publiques, souvent très rodées. Donc, il y a des stratégies qui sont en place, mises en œuvre. C'est par exemple beaucoup le cas en Occitanie. En région Occitanie, il y a énormément de travail qui est fait justement pour essayer de structurer, mailler, comme tu le disais, à la fois en matière d'écomobilité, de communication, qu'est-ce qu'on promeut, qu'est-ce qu'on ne promeut plus ou pas. Sur quoi on met l'accent dans sa communication. Est-ce qu'on n'arrêterait pas finalement de vendre la plage méditerranéenne en plein mois d'août? Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à dire que finalement, chez nous en Occitanie, au mois d'octobre, il fait vraiment très très beau et plutôt chaud. Nos commerces sont encore ouverts, venez plutôt à ce moment-là. Donc en fait, c'est vraiment pas, il n'y a pas de solution unique. On est vraiment sur une action transversale où on agit sur plusieurs thématiques, plusieurs actions, plusieurs leviers qu'on active en même temps, selon le territoire, ses spécificités, etc. Je ne sais pas si ça répond exactement à ton interrogation, mais en tout cas, voilà la démarche dans laquelle on peut s'inscrire en tout cas. D'accord. Il y a des... Ouais, peut-être tu disais quelque chose, Seb? Je trouve ça intéressant, mais je te laisse la parole. Pas de souci. Non, oui, moi je me posais un petit peu la question. C'est vrai qu'il y a des gros hotspots touristiques qu'il peut y avoir, mais comment on peut faire en sorte que ces hotspots n'attirent pas trop de monde et ne débordent pas? Enfin, moi je vois le site d'Étretat par exemple qui connaît beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau du ramassage de cailloux, que ce soit au niveau de l'effondrement des falaises ou même des déchets qu'on peut trouver sur place. Enfin, j'ai trouvé ça assez impressionnant la fois où j'y suis allé. Comment on fait pour éviter que ça se massifie à ces endroits-là, mais aussi éviter qu'il y ait des endroits qui soient à préserver absolument, des petits endroits encore pas connus, et éviter de renvoyer peut-être trop de monde sur ces sites-là adjacents, pour éviter de créer à nouveau des nuisances et en faire un Disneyland un petit peu.
C'est une très bonne question. En fait, cette responsabilité-là, j'ai envie de dire, elle est un peu portée par tout le monde. De toi, moi, qui allons visiter Etretat à un moment donné dans notre vie, ou plusieurs fois dans notre vie. À la façon dont on va revenir de notre voyage là-bas, parce que j'appelle ça un voyage personnellement, j'appelle ça du tourisme. C'est aussi la responsabilité évidemment du gestionnaire du site qui lui évidemment travaille, en l'occurrence qui est engagé pour le coup dans une démarche Grand Site de France, donc qui a vraiment à cœur et qui met en place des actions alors qui sont plus ou moins visibles, hein, ça peut prendre énormément de temps aussi à se mettre en marche, et de l'État aussi, et aussi des médias, et aussi des offices de tourisme, etc., etc. C'est un petit peu la responsabilité de tout le monde, parce que justement, ce site d'Etretat, il est préservé, encore une fois, à titre national, pour ses qualités paysagères, sa beauté, et qu'on arrive à un point où si collectivement, on ne décide pas de préserver ce site, finalement, on va le perdre. Ou alors, on va arriver à des mesures drastiques, ce qu'on essaye d'éviter au maximum, puisque tout à l'heure, vous parliez des quotas ou tourisme, etc. Pour moi, là, on arrive à un niveau extrême, en fait. C'est déjà quasiment un constat d'échec. On a déjà raté, en fait, la marche, on va dire, d'essayer d'améliorer un petit peu la situation sur le site. Ce qui est sûr, c'est qu'il est extrêmement difficile d'aborder les vacances d'été en France. Nous, on est très normés en France au niveau des vacances. Le mois de juillet, le mois d'août, le 14 juillet, le 15 août, c'est des moments de l'année extrêmement difficiles pour les sites naturels. La saison d'été peut vraiment être très, 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 très dure à vivre pour les habitants de ces sites, hein, on ne va pas se le cacher. Mais il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, même si on n'a pas le choix finalement que de partir, parce que parfois on n'a pas le choix, de partir en été en vacances parce que c'est les seuls moments où on a des congés finalement et qu'en plus on a vraiment besoin de se reposer, de se ressourcer et qu'il n'y a que la mer qui nous fera du bien et que c'est pas loin. Je suis pas partisane justement de s'empêcher de faire ça. En revanche, on a effectivement une responsabilité en tant que voyageur qu'on porte avec nous dans notre sac à dos, dans notre valise, qui est de se dire par contre, attention, j'ai un impact, quoi qu'il arrive, parce que je me déplace, j'y vais. Donc, je vais forcément emmener avec moi ce bagage de responsabilité et puisque voilà, on acquiert un petit peu de liberté sur un site naturel, forcément, ça demande aussi à avoir un certain type de comportement, d'avoir une action de consommation, puisque effectivement, le tourisme est une industrie économique avec un rapport de consommation à des services qui existent. Mais je suis peut-être un peu longue, mais j'aimerais surtout appuyer sur ce point si je devais vraiment finir sur ça, c'est de ne pas oublier finalement le rapport d'émerveillement, parce qu'on oublie souvent la fonction sociale du tourisme. Alors, tourisme, c'est un mot qu'il faut bien définir. On parle soit de voyage, soit de tourisme. Moi, je parle vraiment de tourisme. Quand on se déplace, quand on dort pas chez soi pour aller ailleurs, finalement, on a aussi un désir de repos, de ressourcement, et c'est très humain d'avoir aussi ce besoin de se confronter à un autre environnement, une autre culture, et même si c'est à 10 km de chez soi, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait trouvable. Et c'est le rapport aux fantasmes et aux imaginaires touristiques qui, là, doit effectivement être modifié. Parce que vous disiez bien que les sites étaient classés pour une beauté, du coup pas intrinsèque, mais une beauté qu'on leur reconnaît en tant que société, en tant qu'humains qui nous émerveillons devant ces sites. Mais donc, si la fonction d'émerveillement qui a l'air, dans ce que vous dites, assez liée au dépaysement, simplement être confronté à quelque chose de différent, est-ce que donc elle fonctionne aussi bien si je vais, je sais pas, voir un champ dans la Beauce, ou si je vais voir les falaises d'Étretat, si je vais voir les parcs. Bon, moi je pense au parc alpin que j'ai vu, mais je me dis, j'ai été vraiment émerveillée là-bas et je pense que, j'y pense souvent, c'est une ressource que je porte maintenant.
Est-ce que ça aurait marché si, si j'avais été dans un site qui est moins reconnu comme très beau? Alors, c'est intéressant. En fait, ça dépend quel a été le moteur dans ce désir de vacances. Si à ce moment-là, tu avais envie de voir de la montagne parce que tu n'en avais pas vu beaucoup, ou tu connais moins, ou voilà. Évidemment qu'il faut que tu ailles en montagne, il n'y a pas de question à se poser, surtout si c'est un environnement que tu ne connais pas. En revanche, c'est important, voilà, c'est important de ne pas se culpabiliser, de se dire j'ai le droit en tant qu'humain de savoir ce que c'est la montagne. Aujourd'hui, j'en ai un petit peu les moyens. C'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, enfin, moi, je pense qu'il faut en effet le faire. Par contre, ce que je disais, c'est dans quel état d'esprit et dans quelle approche. Ce qu'on a vu, et tu l'évoquais, enfin, vous l'évoquiez tout à l'heure, après le confinement, il y a eu vraiment un retour de flamme. Il y a eu beaucoup de Français qui sont allés en vacances dans la nature et qui n'avaient jamais fait ça avant. Et finalement, il y a plein de codes, voilà, des petits gestes qui n'étaient pas évidents pour eux ou voilà, qui n'étaient pas connus. Et c'est toute finalement cette sensibilité et cette approche qui s'acquiert petit à petit. C'est une forme aussi d'éducation personnelle et de rapport au monde et à l'environnement à modifier qui permet d'avoir cette approche la plus respectueuse possible. Effectivement, je pense pas que la fonction d'émerveillement, si là ton désir était de voir des montagnes, aurait marché dans un champ de blé ailleurs en France. Après, je peux aussi, parce que tu parles je te tutoie aussi, de voir des endroits qu'on connaît pas forcément, de se dire qu'on a le droit de savoir comment c'est la montagne. Est-ce que moi, je pourrais pas aussi me dire, bon, bah, j'ai vu, je garde ces images-là et je laisse la place à d'autres, ce qui, forcément, ça me fait mal à dire, parce que j'ai envie d'y retourner l'été prochain, mais est-ce que c'est pas une posture que je pourrais choisir d'adopter? Enfin, il n'y a pas de... En fait, c'est comme si il n'y a pas de rapport, je veux dire, de jauge, je pense, qui est si précis, en fait, avec les sites naturels. La différence, ce que tu as vécu, je pense, en plein été, avec cette sensation d'expérience un petit peu éraflée, parce que certainement, c'était en plein pic de fréquentation, ça reste un pic de fréquentation qui, encore une fois, est lié à une temporalité et à une localisation précise. Il est possible que sur si tu avais choisi un autre sentier de randonnée, peut-être un peu plus lointain, un peu plus long, un peu plus périlleux, etc., ton expérience aurait été tout à fait opposée. Ça arrive, effectivement. Et sur certains grands sites, on le voit, il suffit d'étoffer un petit peu l'offre de sentiers de randonnée, l'offre cyclable, de détourner des routes, de fermer des accès en voiture pour arrêter les voitures et dire à partir de là, il n'y a plus que les pieds, vous n'aurez plus de toilettes, plus rien, c'est fini. En revanche, l'expérience que vous aurez, ça sera unique. Et cette promesse-là, en fait, que les sites arrivent à faire, elle est proposée à un type de voyageur qui se donne les moyens aussi et qui a envie d'aller jusqu'à cette expérience de découverte, qui n'est pas juste là pour faire une photo et repartir. Il y a un... Voilà. Mais la question que je me posais aussi, c'est par rapport à justement ce besoin d'émerveillement et aussi le fait que, moi j'ai le souvenir d'avoir fait des sites et d'avoir été époustouflée, notamment par la faune aussi. Est-ce que Solène, elle en a un peu parlé dans sa chronique et j'ai présenté l'antitourisme, mais pour moi, c'est la grosse limite à l'antitourisme, c'est aussi que parfois le fait de voir la nature, ça peut donner envie de la protéger. Et est-ce que justement, dans les grands sites, vous jouez un rôle là-dessus aussi, par exemple, en présentant les sites, en expliquant, voilà, telle espèce, elle est là parce que c'est protégé, c'est important de le faire, etc. Est-ce qu'il y a, à travers le fait de s'émerveiller, une démarche de sensibilisation qui est possible? Absolument, c'est primordial ce que tu es en train de dire. On ne peut pas demander à des touristes de s'éduquer tout seuls. Ça ne marche pas, puis c'est pas gentil, tout simplement. Il faut aider, donner des clés, donner des passerelles.
Et c'est pas facile pour des collectivités qui sont en charge de grands sites, parce que c'est des collectivités qui sont souvent dans des milieux ruraux, qui ont peu de moyens, qui font un peu avec les moyens du bord. Et je vais te donner un cas très concret. C'est au cirque de Navacelles, c'est entre le Gard et l'Hérault. C'est un site splendide qui, des difficultés aussi. Enfin, c'est très très touristique l'été, en pleine saison, c'est vraiment très compliqué. Mais pour pallier à ça et pour justement ne pas dégrader l'expérience de visite des touristes qui viennent en nombre pendant l'été, tous les ans, ils ont une escouade en fait je crois qu'ils sont à peu près 8 éco-volontaires qui sont bénévoles, qui sont des jeunes comme vous, à peu près de votre âge, qui sont souvent pas loin d'études en lien avec l'environnement, en tout cas qui sont assez sensibles à ces questions-là, puisqu'ils donnent bénévolement de leur temps pour justement avoir cette mission de médiation avec les visiteurs. Donc en fait, ils sont en cœur de site, ils sont formés par les équipes du site qui leur expliquent c'est quoi la faune, la flore, où il faut aller, où il faut pas aller, c'est les parkings, comment ça marche, etc., l'histoire du lieu et les valeurs paysagères, tout ce qui vient derrière ce site qu'on n'arrive pas à atteindre et qu'on n'a pas forcément envie de lire sur un panneau d'ailleurs. Ça, la présence humaine le remplace, mais beaucoup, beaucoup mieux. Et quand effectivement on a des jeunes qui commencent à faire un feu alors que c'est interdit, ou à partir hors sentier battu, ce qui est aussi extrêmement, qui cause des impacts sur la biodiversité, ça peut avoir des impacts assez forts à la fin de la saison, quand il y a 8000 personnes qui sont passées par un endroit où ils n'étaient pas censés passer, ça a un impact, ça c'est clair. Par contre, si on a un éco-volontaire qui se balade sur les chemins de randonnée, qui dit par contre, là, il faudrait mieux retourner sur le sentier parce qu'en fait, pendant telle saison, il y a les œufs de telle espèce qui sont en train de... Donc, en fait, ça, c'est direct, ça marche tout de suite. On comprend, on n'a pas ce rapport de « oh là là, c'est interdit, encore une interdiction, je suis en vacances, ça va, quoi ». On a vraiment cette explication qui vient justifier le fait que, effectivement, quand on est en vacances aussi, on a un petit peu des responsabilités, encore une fois, hein, et on a, et la présence humaine est primordiale là-dessus, la sensibilisation, la médiation. J'ai vu, alors je reviens aux Alpes, hein, petite marotte de mon côté, mais il y avait aussi ce même effort de médiation à travers ces reporters, il me semble, le média qui a fait le portrait d'une femme qui travaille comme médiatrice patou, ce qui est vraiment très mignon comme nom de métier, mais pour aussi parler des activités pastorales qui existent déjà à ces endroits-là, parce que c'est vrai qu'il y a une économie qui est présente, il y a des troupeaux, il y a des vaches, il y a des moutons, il y a des patous qui gardent les moutons, et c'est pas... Je pense qu'il pouvait y avoir des visiteurs qui arrivaient en se disant que l'endroit était un peu à disposition du touriste, alors que c'est pour faire ressentir qu'on s'invite dans un lieu qui a déjà ses propres modes de fonctionnement. C'était un peu la même démarche. Ouais, c'est les passeurs, les ambassadeurs du territoire sont ceux qui vraiment permettent de faire ce lien entre ce paysage qui est riche, pas toujours très lisible, hein, quand on vient juste en vacances quelques jours, et à donner justement cette vraie source d'émerveillement aux visiteurs de passage. Et à dire, vous êtes vraiment sur un endroit exceptionnel, et en plus, il y a de l'activité. Moi, je vis là toute l'année. Bon, nous, on se rencontre en plein mois de juillet parce que, voilà, mais en fait, il se passe des choses. C'est pas juste une photo. Et ça, c'est important d'avoir ce recul-là. Ouais. Et justement, sur cette démarche de c'est pas juste une photo, de pas limiter l'émerveillement à quelques secondes, moi j'avais une petite question, c'est sur le sujet des aménagements, sur le sujet de la proximité de la voiture notamment, parce que voilà, on peut voir que souvent c'est l'accessibilité rapide au lieu qui fait que c'est un lieu de consommation rapide finalement. Le petit truc que j'avais vu, c'est les gens arrivent, fast tourisme finalement, c'est ça. Les gens, ils arrivent sur place, hop, ils prennent la photo sous être tard et puis ils s'en vont dès qu'ils ont leur photo. Est-ce que finalement, la solution, des fois, c'est pas d'éloigner un petit peu, de laisser aux gens aussi le temps d'arriver à pied, de prendre le temps? Tout à fait. Ouais. Historiquement, en fait, la démarche de gestion de la fréquentation, elle est vraiment dans l'ADN des grands sites de France.
Et historiquement, la politique des grands sites de France, elle est née pour réparer des dégâts. Et c'était donc à la suite, voilà, elle avait demandé congé payé et à la suite, voilà, à peu près dans les années 60-70, il y a eu ces premières démarches de gestion de dire, oulala, il y a eu vraiment trop de monde et le piétinement a complètement rasé la lande, il n'y a plus rien à en tirer. Qu'est-ce qu'on fait? Où le parking était au bout de la pointe du Raz, il n'y avait qu'à sortir de la voiture et revenir. Effectivement, ça, c'était à l'époque les premières démarches grand site. Et les premières actions, en général, effectivement, ça a été de reculer le stationnement, de reculer l'arrivée, de mettre un point d'accueil, un point d'interprétation où on dit bienvenue, vous êtes arrivé dans tel endroit avec des explications sur ce qui se passe et où on se trouve, et une proposition de découverte qui peut être la simple photo, parce qu'il y a vraiment des personnes qui voyagent comme ça et bon, ça, de toute façon, on ne peut pas les empêcher, mais en proposant des alternatives, en disant, voilà, on vous a reculé la voiture, ben, c'est pas grave, vous avez une navette, regardez, elle est gratuite, ou alors elle est accessible facilement, et elle vous emmènera tout aussi bien là où vous désirez aller, et à la rencontre de ce paysage que vous êtes venu voir. Bon, en tout cas, je sais pas. Perso, j'ai trouvé ces échanges-là qui est super intéressant. Et en tout cas, ça permet vraiment de faire émerger le rapport, en fait, justement, ce que vous disiez sur le triptyque, le fait qu'il faut continuer d'avoir ce rapport à la nature, juste le faire bien et accompagner les gens aussi pour qu'ils aient ce rapport-là qui soit plutôt un rapport sain et en tout cas dans une démarche aussi durable que possible. Un autre levier qui existe, j'amène le petit jeu de la fin auquel vous pouvez participer si vous voulez. Ça peut être intéressant pour tout le monde. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un concours qui a été, dont les résultats ont été publiés récemment, celui de la photographie de nature de l'année. Et en fait, ça montre notamment des espèces sauvages dans leur milieu naturel ou des milieux naturels. Et donc, en fait, on va vous présenter à tous, et au chat aussi, les différentes photos. Et l'objectif, en fait, ça va être de deviner où la photo a été prise. Et ça va aussi être un bon moyen de montrer la nature dans ce qu'elle peut avoir de beau. Et c'est un chouette moyen, je pense, de clôturer cette émission. La première photo, voilà, normalement, vous la voyez bien. Alors, c'est un léopard des neiges, voilà, qui est pris à la montagne. Mais à la montagne où? C'est ça la question. Donc, est-ce que vous avez des suppositions de pays, peut-être? Ça me fait penser au livre de Sylvain Tesson, mais j'ai peur de spoiler la réponse tout de suite. Moi, j'ai spontanément pensé à l'Himalaya parce que ça a l'air très haut et que je fais un raccourci rapide. Parce que comme c'est un jeu, j'essaie de maximiser mes chances et l'Himalaya, c'est grand. Pas de supposition dans le chat, je vois rien. Et ben en fait, c'est bien vu. C'est dans l'Himalaya, j'imagine, puisque c'est en Inde, plus précisément dans la chaîne de montagne du Ladakh. Donc voilà, et c'est une photo qui a été prise par Sacha Fonseca. Et donc en fait, c'est une espèce extrêmement rare, le léopard des neiges, et on l'appelle le fantôme de la montagne. Donc voilà pour l'anecdote. Et je trouve la photo. Il y a une bonne réponse d'Aureline dans le chat. Oh. Oui, c'était bien l'Inde. Bravo, Aureline. J'épingle. Félicitations. Je ne sais pas ce que tu gagnes, Aureline. Notre reconnaissance, en tout cas. Voilà, une autre photo qui est chouette, c'est celle-là. Est-ce que vous avez une petite idée où ça a pu être pris avec cet oiseau? Une petite. Vu l'oiseau, ça peut être quelque chose d'assez commun ici. Je sais pas, ça peut ressembler à un cormoran ou à quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être l'Europe. Hein, ouais. Il y a des conifères. L'Europe. On nous parle du Pérou dans le chat. Moi, ça me fait penser à l'Asie et je sais pas expliquer pourquoi. Donc, ça vient probablement des images et des fantasmes que j'ai accumulés dans ma vie. Mais franchement, rationnellement, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a des nouvelles pistes? Non, personne. Dans le chat.
Et ben en fait, Nicolas avait raison. Ça a été pris aux Pays-Bas. Dans une réserve avec un nom assez difficile à prononcer, Brunsschumer Heide, j'ai dit n'importe quoi. Donc c'est une photo de Brenda Evert, et donc du coup c'est pris aux Pays-Bas. Donc voilà, assez proche d'ici. On parlait du fait de partir pas loin. Et d'ailleurs, pendant la chronique de Nicolas, j'ai regardé le site Chronotrains, et depuis Paris-Nord, on peut être aux Pays-Bas en moins de 5 heures de train. Donc pas besoin d'aller en Asie comme dans mes fantasmes. Et ben voilà. C'est tout près. La dernière photo, qui est la photo qui a gagné en fait le concours et que je trouve absolument, elle est à la fois originale et adorable, je sais pas. Mais c'est moi les représentations, je me dis que les ours c'est trop mignon. Après je sais pas si mis face à eux ça se passerait forcément bien, mais en tout cas je trouve la photo super belle. Et donc où est-ce que cette photo a pu être prise selon vous? Alors on me parle du Danemark dans le chat, on évoque la Norvège aussi. Des endroits où il y a à la fois des ours polaires et des habitations, il n'y en a pas des masses. Il y en a pas. Ouais. En Amérique du Nord, en Amérique du Nord, ils ont bien des petites maisons en bois comme ça. Je ne me prononce pas. Tu ne te prononces pas? La réponse, en fait, quelqu'un l'a trouvée dans le chat. Donc bravo à Agatha Julia. En fait, c'est en Russie, voilà, et c'est une photo de Dmitri Koch. Et ça a été pris avec un drone. Et c'est une photo dont, personnellement, je comprends qu'elle ait gagné le prix parce que c'est vraiment une belle photo. Voilà, c'était le petit jeu de la fin. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission sur le tourisme. C'était super intéressant. Merci encore à Marika d'avoir répondu à nos questions. C'était super intéressant de découvrir la démarche vers les sites de France aussi. Et voilà, en tout cas, c'était super chouette d'amener ça et de parler un peu avec vous tous. Moi, je repars avec quelques éléments de réponse à toutes mes questions. En tout cas, je repars plus optimiste. Ne te décourage pas. Il y a on a besoin que les visiteurs soient aussi dans des démarches, pas juste dans de la culpabilité, mais aussi en s'intéressant en fait aux endroits où ils se rendent. Donc, Non, ça y est, je prépare mes prochaines vacances. Mais il faut qu'on rende l'antenne, je pense. Je pense qu'on va pas tarder. C'est ça, ouais. En tout cas, une chose est sûre, je repartirai pas en avion. Bon. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.